TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce lundi, nous évoquons d'abord la justice commerciale. Le Togo s'est engagé dans la voie depuis l'année dernière avec des réformes, des innovations, lesquelles précisément nous verrons tout à l'heure. C'est la journée africaine ce lundi de l'état civil. Hommage au passage à ces hommes et femmes qui établissent nos actes, nos différents actes d'état civil avec toutefois cette question ce soir, comment améliorer leurs prestations, le service au passage. Et puis la lutte continue, l'UEMOA vient en renfort à ses pays membres contre le Covid-19. Argent, matériel ont été convoyés à chaque pays membre. Le Togo en a reçu ce lundi. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. En finir avec la lenteur administrative. Le tribunal du commerce veut aller plus vite dans le traitement des dossiers. Il modernise donc ses services. En quoi consiste cette modernisation, cette nouvelle façon de faire, de traiter les contentieux, les conflits entre commerçants, hommes d'affaires dans l'exercice de leurs activités? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir dans le dossier à suivre. Les explications, les innovations annoncées au Buissan-Kossi. Les nouvelles réformes introduites dans la justice commerciale au Togo ont un dénominateur commun: dématérialiser le système judiciaire et sécuriser le climat des affaires. Des résultats visés par le gouvernement togolais engagé dans une dynamique d'innovation au niveau du tribunal de Lomé. La création d'un tribunal de commerce spécialement dédié aux affaires et l'adoption d'un cadre réglementaire pour renforcer le dispositif existant. Les principales innovations ont trait en premier lieu à l'institution de la conférence préparatoire, en deuxième lieu à la limitation du nombre de renvois et troisièmement à l'institution de normes de temps et de délai d'accomplissement d'événements judiciaires. Nous avons connu ces derniers jours des réformes apportées au niveau du tribunal de commerce de Lomé. Et ces réformes concernent essentiellement le fonctionnement même du tribunal et les modes de saisine de cette juridiction, ce qui est très apprécié en raison de sa simplicité. Aujourd'hui, la saisine du tribunal est assez simplifiée et elle peut se faire de façon assez dématérialisée. C'est quand même une réforme qu'il faut beaucoup apprécier, qu'il faut beaucoup applaudir. La saisine des juridictions beaucoup plus simplifiée, la répartition automatique des affaires, la conférence préparatoire, les normes de temps et les ajournements. Autant d'innovations qui confèrent à la justice commerciale au Togo un nouveau visage. Au titre des réformes qui ont été apportées, il a été institué une conférence préparatoire et c'est une audience au cours de laquelle les parties vident certaines questions liées surtout aux compétences. Donc le juge saisi de l'affaire doit pouvoir vérifier s'il est compétent. Dans ce cas, il se déclare incompétent et les parties peuvent mieux se pourvoir, ce qui fait gagner du temps à la partie qui a été assignée à cette audience. Cette audience dite préparatoire, les questions de preuve sont vérifiées. Donc le demandeur qui n'a pas joint à sa demande, à son assignation, les éléments justificatifs de ses prétentions peut voir son assignation invalidée du fait de ce qu'il n'a pas déposé les éléments justificatifs en question. Le juge doit discuter avec les parties de la volonté ou non de celle-ci de recourir au mode alternatif de règlement de leurs différends. Le juge doit, lors de la conférence préparatoire, planifier le procès avec les parties. Les tribunaux de commerce de Lomé et de Kara ont été créés en février 2019. Une réforme opérée dans le contexte de l'amélioration du climat des affaires et de l'efficacité judiciaire. Aujourd'hui, la célérité dans le traitement des litiges commerciaux est remarquable.
Et voilà ce qu'on peut dire donc ce soir donc des tribunaux commerciaux. Le monde des affaires encore, l'entrepreneuriat précisément avec la part de 25% de part de marché public pour les jeunes, les femmes. 2 ans après cette annonce, cette décision du chef de l'État, eh bien quel impact justement sur les jeunes, les femmes entrepreneurs. Eh bien voyons cela avec Lucassi. En 2018, le chef de l'État Faure Gnassingbé réservait 20% des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs togolais. Une décision pour inciter la jeunesse et la gente féminine à entreprendre afin de s'auto-employer et employer leurs congénères. 12 milliards de francs CFA ont été engagés par la cible bénéficiaire la première année d'expérimentation. Ce chiffre est passé à 30 milliards de francs CFA en 2019. C'est le reflet du dynamisme constaté dans le paysage entrepreneurial du pays ces dernières années. C'est fort de cela que le quota a été porté à 25% l'an dernier. Cette décision fait partie d'une kyrielle de mesures et de dispositifs pensés par le gouvernement pour accompagner et appuyer les jeunes entrepreneurs. Nous avons, sous l'impulsion du président de la République, élaboré un plan stratégique pour l'emploi des jeunes. Et ce plan a un soubassement essentiel, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, ceci ne peut se faire qu'à travers des dispositifs d'accompagnement opérationnels. Je veux parler du FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Je veux parler de l'Agence nationale de volontariat, de l'ANADEB, mais du PAEJ aussi, le programme d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes autour des chaînes de valeur dans les secteurs porteurs de notre pays. Et quand on parle de secteur porteur, c'est l'agriculture et d'autres secteurs. Ces dispositifs d'accompagnement, nous avons vu qu'ils ont produit des résultats concrets. En l'espace de 5 ans, nous avons vu que 154 000 emplois ont été créés, directs comme indirects, par des jeunes. Nous avons vu également qu'il y a une réelle émergence des champions, des jeunes qui ont commencé avec zéro, qui ont eu des crédits de peut-être 500 000 ou 1 million, 2 millions, qui aujourd'hui ont d'autres types de besoins en financement. Ils ont besoin de peut-être de 20 millions, 50 millions, 100 millions. Donc nous assistons vraiment à une émergence de jeunes entrepreneurs aguerris qui sont bien formés et qui respectent des engagements et qui sont très fiers d'être togolais. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que cette mesure est l'un des éléments catalyseurs de la mise en œuvre efficace du plan stratégique de l'emploi des jeunes qui repose sur l'entrepreneuriat. Ce plan et ces mesures d'accompagnement portent déjà leurs fruits. Des jeunes et femmes entrepreneurs togolais se développent de jour en jour tout en faisant leurs preuves à l'international. Il y a une reconnaissance internationale de l'effort qui est fait. J'aime bien donner 2 exemples. Vous avez la jeune dame qui a reçu le prix de la francophonie, le premier prix. C'est une jeune dame qui a ouvert une vitrine pour les produits locaux togolais, où on peut aller trouver des produits qu'on veut, si c'est du thé, des épices, de la farine, etc. C'est assez louable comme initiative. L'autre exemple que j'aime bien donner aussi, c'est ce jeune qui est dans le soja bio, qui connaît l'exigence du marché international, qui forme les producteurs, même nos mamans, à respecter ces exigences au niveau international pour pouvoir répondre à ce besoin. Et ce jeune, via Atakwami, il est en relation avec 10 000 producteurs. Donc ça fait 10 000 ménages. Et qui, à lui seul, peut aller jusqu'à 27 000 tonnes de soja bio. Et quand aujourd'hui on parle du Togo qui est le premier exportateur de soja bio en Afrique, eh bien, c'est des jeunes de Togolais qui ont contribué à cette prouesse-là. Ça veut dire que nous avons réussi dans notre pays une prouesse, c'est-à-dire amener les jeunes à s'intéresser aux réalités de notre pays, à des recettes de nos mamans, et à se les approprier et à pouvoir proposer quelque chose avec les techniques modernes. Donc, ces jeunes créent de la valeur, ils créent de la richesse et en le faisant, ils contribuent à l'amélioration du bien-être des populations togolaises. C'est dans cette optique qu'il est remarqué une montée exponentielle de la sollicitation de l'expertise des jeunes et femmes entrepreneurs dans le secteur des bâtiments et travaux publics. La consultation de 5 structures par la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre pour des travaux de réhabilitation en est une preuve.
Je vous l'annonçais au sommaire, ce lundi, c'est la journée africaine de l'état civil. Ce soir, un regard sur notre état civil, ces hommes et femmes qui établissent nos actes de mariage, de naissance d'abord de mariage et de décès aussi, le travail qui se fait sur place, comment l'améliorer aujourd'hui pour plus d'efficacité. Eh bien, on fait le point avec Antoinette Omao-Vovor. De l'acte de naissance à l'enregistrement de l'acte de mariage et de décès, l'état civil joue un rôle primordial dans la vie des citoyens et dans le développement d'un pays. C'est un droit fondamental reconnu à chaque individu. Il faut donc créer des conditions nécessaires devant encourager et faciliter l'accès à tout acte d'état civil. À la direction de l'état civil, on décline les réformes introduites dans le secteur. L'État a pris en 2009 une loi qui régit la gestion, l'organisation et le fonctionnement de l'état civil. En dehors de cela, le gouvernement a mis en place un comité technique sur l'état civil. Ce décret mettant en place ce comité charge le comité à réfléchir sur l'organisation de l'état civil au Togo. Avec les 117 communes, il y a un maillage du territoire en termes de centres d'état civil, donc la proximité de l'administration des administrés. Il y a plus de raisons qu'un parent n'aille plus faire enregistrer la naissance de ses enfants ou de son enfant. Face à la crise sanitaire qui secoue le monde actuellement, les systèmes d'enregistrement des faits d'état civil ont montré leurs limites. L'édition 2020 de la Journée africaine de l'état civil exhorte à des approches de solutions en ces périodes où les populations ont le plus besoin des services de l'état civil. Cette pandémie a des effets sur l'enregistrement des faits d'état civil. Parce que avec la pandémie, la manière de travailler a changé en termes de disponibilité, en termes de ressources et en termes de ressources humaines. Il y en avait, mais compte tenu des mesures édictées par les autorités, le gouvernement, il y a des dispositions spéciales qu'il faut prendre pour assurer ce service de l'état civil. Donc, le thème de cette année met l'accent essentiellement sur les situations d'urgence. De cette année, de cette 3e édition de la Journée africaine de l'état civil, veut attirer l'attention des pays, des États, de tout mettre en œuvre pour que ce service qui est essentiel soit assuré d'une façon continue, permanente, quoi qu'il arrive, ou quelle que soit la situation. Le 10 août est déclaré depuis 2017 comme Journée africaine de l'état civil et des statistiques de l'état civil. Une journée qui recommande aux États de réaffirmer leur engagement à mettre en place des systèmes d'enregistrement plus efficaces et modernes répondant aux exigences de l'heure. Le Togo s'est illustré dans cette dynamique afin de répondre aux besoins les plus basiques des populations. Et vous le savez, on en compte jusqu'à 117 communes aujourd'hui au Togo et c'est depuis les dernières municipales. Quels sont les défis auxquels sont confrontées nos communes? L'inventaire, nous retrouvons Antoinette Omao-Vovor. 5 jours sur 7, les guichets de ce service d'état civil sont ouverts au public. À l'intérieur, des bureaux avec un personnel rompu à la tâche. Ce matin, Kalgora Boutera est venu faire le retrait de ses pièces légalisées. Je suis venu pour un retrait. J'ai fait le dépôt de naissance pour une légalisation que je suis venu pour retirer. Je suis venu le matin à 8 h et on m'a dit de revenir l'après-midi à 14 h. Et donc, je suis revenu à 14 h lorsque l'agent m'a dit d'attendre d'ici 14 h 30, on va me servir. Je suis satisfait, ça passe bien. Tout l'enjeu est là.
le temps et surtout la rapidité dans le traitement des dossiers, notamment la délivrance des actes d'état civil. Les nouveaux élus locaux en ont fait un défi. Digitaliser par exemple le processus et rapprocher davantage les services aux administrés. Nous sommes en train d'organiser des campagnes foraines pour faire massivement des actes d'état civil à ceux qui n'en ont pas. L'autre réforme majeure que nous avons introduite, c'est la digitalisation des services d'état civil. Nous avons déjà commencé, même si on n'est pas encore très avancé là-dedans. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un fichier électronique, un fichier, nous avons encodé sur un tableur Excel de manière classique tous les actes d'état civil qu'on a trouvés en archive et aussi ce que nous faisons au quotidien. Nous essayons d'archiver de manière électronique automatiquement au fur et à mesure tout ce que nous avons comme information liée à la population. Notre objectif, in fine, comme on le dit ici souvent, c'est que l'enfant qui naît à l'hôpital puisse être déclaré directement à l'hôpital, que ça tombe directement dans une base de données ici au niveau de la mairie. Nous prenons des dispositions pour pouvoir encadrer et déjà les agents qui travaillent dans les centres des états civils. Nous les formons également et nous avons nos yeux sur ces agents-là pour la fiabilité de leurs prestations. Nous mettons des états civils proches de nos administrés, c'est-à-dire savoir dans les 26 villages, nous faisons de notre mieux quand même pour que ces états civils soient proches de nos administrés. Des projets et programmes de développement sont donc basés sur les données statistiques d'état civil. Et pour la fiabilité des chiffres, rigueur et qualité dans l'enregistrement de tout acte d'état civil sont recommandés. Les nouveaux maires s'y engagent. Les actes d'état civil, en l'occurrence les naissances, les décès, les mariages. Ces trois actes-là qui sont des actes très importants, ce qui permet d'avoir une base de données pour savoir les grands défis à relever. Les statistiques sont là, les naissances, quand on atteint un certain âge, l'âge de la majorité, pour aller voter par exemple, quand on vieillit, les personnes du 3e âge, pour que vous sachiez quel défi relever. Donc l'état civil, comme vous le constatez, permet de savoir les défis en termes de développement, d'éducation sociale, tout. C'est l'état civil qui permet de tout programmer et de s'organiser pour relever les grands défis de sa société. L'état civil étant donc un service essentiel, des voix s'élèvent pour qu'on garantisse la continuité des activités pendant les périodes de crise comme celle du Covid-19. Lomé, l'approvisionnement en eau potable, tout s'accélère avec le Covid-19 à Lomé et dans ses environs. C'est un moyen de lutte également contre la pandémie. Des travaux d'extension du réseau d'eau potable sont entrepris. Augustin Cossi. Sur les indicateurs de développement humain, l'accès des populations aux services sociaux de base dans l'eau potable occupe une place de choix. D'année en année, le gouvernement s'emploie à assurer à tous un accès équitable à cette denrée vitale. Lomé, la capitale, se caractérise par une croissance rapide avec des quartiers de plus en plus éloignés des infrastructures d'eau potable. Au fur et à mesure qu'elle s'élargit, le problème se pose avec acuité et le gouvernement renforce ses efforts pour garantir à ces quartiers périphériques un accès harmonieux à l'eau potable. Divers travaux sont en cours de réalisation et d'autres programmés pour démarrer très bientôt. Au rang des actions engagées, des travaux d'extension du réseau d'eau potable entrepris à travers la ville de Lomé et à l'intérieur du pays. Des actions réalisées dans le cadre de la riposte contre Covid-19 au Togo. Fidoku, banlieue de la ville de Lomé. Dans cette localité, des dizaines de branchements ont été réalisés en un temps record. Le gouvernement étend le réseau de distribution d'eau potable. De quoi améliorer la desserte en eau de ce quartier et ses environs. Ces travaux d'extension touchent également plusieurs autres quartiers périphériques de la capitale, à Vepozo. Dans cette zone située à l'est de Lomé, le réseau est en train d'être étendu pour de nouveaux branchements. D'un quartier à un autre, des ouvriers s'activent pour étendre le réseau d'eau potable. Plus de 35 000 mètres linéaires
de réseaux ont été déjà exécutés à Lomé sur un total de 65 000 mètres sur toute l'étendue du territoire. Cette opération va être renforcée par le soutien de l'Agence française de développement. 5 châteaux d'eau seront construits au profit de 10 quartiers périurbains de la ville. À Tiégou, Alenka, Legbasito, Anonku, Zosime, Dangbesito, Apédocoin, Logoté, Yokwe et Segbe. Le projet prend en compte la réalisation d'un linéaire de 211 000 mètres de réseau d'eau, une extension destinée à favoriser l'accès des 10 quartiers au service d'eau potable dès la mise en service des infrastructures prévues. Déjà sur le terrain, les entreprises sont à pied d'œuvre. Sur ce site à Tiégou, le forage est déjà prêt. Ici, un château de 400 mètres cubes avec 25 mètres de hauteur va bientôt sortir de terre. Autre site déjà foré, Alenka, dans la préfecture d'Aguanivé. Le château qui va y être construit est de 100 mètres cubes. Le début du forage est estimé à 80 mètres cubes par heure. À quelques encablés de là, à Nonku, Nogo. Sur place, toute la logistique. Les ouvriers savent faire. La tête du forage est déjà visible. D'une capacité de 30 mètres cubes par heure, il desservira les quartiers de Legbasito et de Sobosito. Ces actions projetées, qui connaîtront leur pleine opérationnalisation en octobre prochain, viendront s'ajouter aux 3 chantiers annoncés de Bain, Nikonakbwe et Adouba pour l'amélioration du taux de décès en eau potable des quartiers de Bain, Nikonakbwe, Kodoudiakope, Kege, Redjranaoui et leurs environs. Autre direction maintenant, à Gouégan, nous sommes là, dans les lacs. L'attraction sur place, eh bien, c'est le marché de la localité. Il a fait peau neuve, complètement recouvert, œuvre de ANADEB, Agence nationale pour le développement à la base. Les premiers responsables de la structure ont fait le déplacement sur place. Regardez ce reportage de Ferdinand Tiassoua. Canton d'Agouégan, dans la préfecture des Lacs. Nous sommes lundi. Le marché de la localité vieux de plus d'un siècle bat son plein comme à l'accoutumée, mais cette fois-ci dans un cadre plus agréable. Depuis 5 mois, en effet, il a progressivement fait peau neuve au grand bonheur des populations. Notre marché se situe en bordure du fleuve et à la frontière. Il dessert les populations du Togo, du Bénin et même du Nigeria. À cause de la pandémie, les commerçants de ces pays ne viennent plus, mais nous prions Dieu que cette pandémie s'en aille et que les frontières soient réouvertes. Je remercie le chef de l'État pour ses hangars. Nous sommes fiers de lui. Avant, le soleil et la pluie nous dérangeaient. Avec ces nouveaux hangars, nous sommes vraiment à l'aise. Et nous prions pour que Dieu donne longue vie aux donateurs afin qu'ils nous fassent davantage. Le marché d'Agouégan avec le marché de Klakou contribue au bien-être de nos femmes et de toute la population de la commune Lac 2. C'est une immense joie pour nous, pour la population de la commune Lac 2, de voir aujourd'hui en face de nous la rénovation du principal marché du canton d'Agouégan reconstruit. Donc nous disons merci à ANADEB et on ne fait que remercier le gouvernement pour tout ce qu'ils ont fait. Des hangars, des blocs de latrines, des magasins de stockage, un abri pour volailles et bétail et des points d'adduction d'eau potable. Entre autres, à l'actif de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Des réalisations qui s'inscrivent dans le cadre du programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures communautaires financé par le PAPV à près de 295 millions de francs CFA. La réhabilitation de ce carrefour commercial à caractère international a littéralement changé la vie des revendeurs. Le marché était en paille, les bonnes dames souffraient beaucoup, surtout quand il y a la pluie. Mais avec cette construction, ils sont à l'abri et même s'il y a la pluie, ils peuvent vendre facilement. Et je pense que économiquement, c'est bénéfique pour la communauté. L'ANADEB a répondu favorablement à une demande de la communauté d'Agouégan
en réalisant les ouvrages dans le marché. Les ouvrages réalisés dans ce marché sont 17 hangars, dont 7 réhabilitations. Il y a 3 magasins de stockage, 4 blocs de latrines, dont 2 adaptés pour les personnes à mobilité réduite, l'aménagement de la piste d'accès au marché. Le marché sera réceptionné très prochainement par l'autorité communale qui se chargera de sa gestion. Et ce marché, ce nouveau marché, comment gérer au mieux l'infrastructure et au profit de la communauté? Eh bien, c'est ce qui est appris ici à Takwame aux acteurs de développement. Une formation initiée par Procément sur la bonne gouvernance, une gouvernance partagée. Le compte rendu de Sylvain Raboudou. C'est un concept mis en application par Procément, programme de consolidation de l'État et du monde associatif pour mieux accompagner les communautés dans leur propre développement. Il s'agit de la gouvernance partagée, une nouvelle thématique qui met en synergie d'action tous les acteurs de développement, notamment ceux de la société civile ainsi que les agents des services déconcentrés de l'État. Tous vont désormais travailler ensemble pour contribuer à un meilleur développement des communautés. Ce sont ces acteurs qui acquièrent ici de nouvelles connaissances liées au concept pour une meilleure intervention sur le terrain. La gouvernance partagée, c'est un nouveau modèle de gestion. Les acteurs doivent être mis ensemble pour pouvoir travailler pour le développement de chaque région. Nous avons d'abord l'introduction à la gouvernance partagée qui va leur permettre de comprendre d'abord de façon générale ce que c'est que la gouvernance partagée. Et après, il y aura le contrôle citoyen de l'action publique qui est un outil de veille citoyenne qui va permettre à chaque citoyen de la région de suivre les actions de l'État. Il y a aussi le module sur la redevabilité des organisations de la société civile. Il y a aussi le module sur la décentralisation. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans cette thématique. Il va falloir accompagner les acteurs dans la notion de la décentralisation. La gouvernance partagée est initiée dans le contexte du Procément, un programme de l'Union européenne pour accompagner les organisations de la société civile et l'État. Ce programme diversifie ses actions avec la formation des acteurs de développement pour mettre en place de nouvelles expertises destinées à mieux accompagner les actions du programme à chaque niveau. Le gouvernement est dans cette dynamique en installant l'année passée les élus locaux. Il faut associer les autres acteurs pour pouvoir prendre en compte leurs aspirations. Donc aujourd'hui, le Procément est aux côtés du gouvernement pour l'appuyer dans son rôle régalien, d'accompagner cette gouvernance partagée ou la gouvernance locale. La formation se veut donc une rencontre de partage entre les acteurs impliqués en vue d'une meilleure gestion des affaires locales et de participation au contrôle citoyen et de l'action publique. Autre sujet évoqué ce soir, la lutte contre le Covid-19, je vous l'annonçais également au sommaire. L'UEMOA prête mais forte à ses pays membres 500 millions de francs CFA pour chacun des pays et des lots de cache-nez. Le Togo en a reçu pour lui ce lundi. Le récit de Lucassi. La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, aux côtés du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Elle dote le Togo d'un lot de cache-nez d'environ 871 millions de francs CFA destinés au personnel soignant et au grand public. Un chèque de 500 millions de francs CFA est également remis pour l'acquisition des kits de prélèvement et de diagnostic de la maladie. L'institution sous-régionale accompagne ainsi le pays dans la mise en œuvre de son plan de riposte pour limiter la propagation du nouveau coronavirus. La pandémie en cours, tout comme les autres épidémies, impose une approche holistique, basée sur la prévention, le dépistage, la prise en charge des cas et la mobilisation des ressources. C'est conscient de ces caractéristiques des épidémies que le chef de l'État a organisé la riposte contre celles en cours à travers 4 organes: le comité de crise qu'il préside, la coordination,
le comité de gestion et le conseil scientifique. Les 4 organes, inspirés et guidés par les besoins des populations, concourent à la mise en place d'un ensemble de politiques au service d'une politique d'ensemble. C'est aussi consciente de ces faits et imbibée de la solidarité qui est sa sève germinatrice et nourricière que l'UEMOA entreprend ce jour en faveur du Togo le magnifique geste, objet de la présente cérémonie. Ce dont viendra renforcer les efforts accomplis par le gouvernement sous la haute direction du chef de l'État et contribuera sans nul doute au renforcement des résultats enregistrés par le Togo depuis le début de la pandémie. Le don de l'UEMOA comporte plus de 500 000 masques, épicentre des mesures barrières, principal pilier de la prévention contre la Covid-19. Il comporte en outre un chèque de 500 millions de francs CFA destiné à tous les pans de la riposte, dont la gestion rationnelle, comme celle de toutes les ressources endogènes et exogènes, sera assurée par les structures dédiées. La cérémonie de remise s'est déroulée simultanément dans les 8 pays membres de l'Union. Dans le cadre de la contribution à la résilience et à la relance de l'activité économique dans l'espace, la Commission a mobilisé 15 milliards de francs CFA pour renforcer le fonds de bonification de la BOAD. Et depuis quelques semaines déjà, sont visibles dans nos rues un nouveau type de protection. Vous l'aurez remarqué, les visières. C'est joli avec ces lunettes à la monture bleu ciel à l'intérieur. Question tout de même ce soir, sont-elles efficaces contre le Covid-19? Remplacent-elles les masques? Eh bien là, voici la question. Réponse Ulrich Amégan avec Sonia Mendipo. Le port de visière à la place du cache-nez pour se protéger du Covid-19, cela s'observe d'un peu partout. Dans la rue, à moto, comme en voiture, certains citoyens s'y adonnent. D'autres n'en trouvent pas d'importance. Moi, je préfère porter cache-nez. C'est ça que je préfère. Mais visière là, moi je vois que cache-nez protège plus que ça. C'est pas trop protectrice, c'est-à-dire, quel qu'en soit le cas, si quelqu'un tousse à le Covid-19, c'est clair, il peut l'avoir facilement. Ça ne protège pas. Mais le cache-nez, au contraire, c'est bien. Ça protège le nez, la bouche. C'est mieux que ce truc-là. Rodolphe, lui, est vendeur de visières et de cache-nez. Il sait faire la part des choses. La visière n'est pas un cache-nez. Soit tu mets la visière en plus du cache-nez, soit tu te contentes de ton cache-nez. Luxe au meilleur moyen de se protéger contre la contamination du Covid-19? Faut-il alors porter une visière ou un cache-nez? Des spécialistes apportent un éclairci. Elle doit être utilisée avec le masque. C'est une double protection, si l'on veut. Vous ne pouvez pas enlever la première protection et dire que vous protégez les autres. De même, la visière ne vous protège pas. Parce que quand je parle maintenant, je postillonne droit devant moi, mais latéralement et en dessous de moi. Donc je vous contamine si vous n'êtes pas à plus d'1 mètre. Donc c'est une fausse protection. Nous devons nous protéger par le masque. En évitant de distribuer le virus à l'autre, nous nous protégeons nous-mêmes. Et comme je dis, la paire de lunettes de soleil que vous avez n'empêche pas le soleil d'arriver sur vous. Et donc la visière ne peut en aucun cas s'utiliser sans le masque. C'est une fausse protection. Je ne recommande pas son utilisation. Les mesures de restriction sont certes revues ou allégées, mais la vigilance doit être toujours de mise. Le virus circule toujours. Respecter les mesures barrières. Quelles sont-elles? Nous allons le répéter. C'est le port du masque. Et respecter la distance d'au moins 1 mètre l'un de l'autre. Tousser en essayant de vraiment limiter la projection que je vais faire de mes postillons et éviter les grands groupes, éviter les attroupements, puisqu'on ne sait pas qui porte le virus.
il y a des gens qui sont les porteurs asymptomatiques. C'est la majorité des gens. Et ils ne sont pas malades. Mais s'ils me donnent leur virus, moi, je peux faire la forme grave et en mourir. La chose est tellement claire que nous pouvons faire l'effort de ne pas rentrer dans des cycles qui font que la situation sera ingérable. Nous devons tout faire individuellement et collectivement pour que ce soit encore canalisable. Donc, prenons les bonnes habitudes dès maintenant. À chacun d'en appeler donc à sa conscience pour en finir avec cette pandémie. Et dans la foulée, voici le point sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, lundi 10 août 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1067 avec 7 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 729. Le nombre de cas actifs est de 313 et le nombre de décès est de 25 avec 2 nouveaux cas depuis hier. Communiqué et chiffres rendus publics par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa. Et tout à l'heure, après ce journal, vous suivrez dans la rubrique consacrée à l'amélioration du climat des affaires au Togo, vous suivrez donc dans un instant un document sur la suppression de certains impôts et taxes au Togo. Ce sera donc juste après ce journal. Et ceci referme donc ce journal, cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir ou précisément à Guégan dans les lacs et comme d'habitude, toujours fidèlement. Une belle soirée, prenez bien soin de vous.